Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans votre livre, vous parlez de la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement dans l'exercice du pouvoir présidentiel? Alors, un mot peut-être sur la Constitution. La Constitution, c'est le texte qui va organiser la répartition des pouvoirs dans notre République. La Constitution qui régit aujourd'hui nos institutions, c'est la 5e République, c'est la Constitution de 1958 qui a été modifiée. Donc la Constitution, elle dispose d'un certain nombre d'articles. Un article, c'est une phrase qui donne les éléments qui vont permettre de comprendre ce que fait le président de la République, ce que fait le gouvernement, ce que fait le Parlement et ce que font les collectivités locales, communes, départements, régions. Donc, la séparation des pouvoirs, c'est qu'il y a un pouvoir exécutif, c'est le chef de l'État, le président donc, et le gouvernement. Il y a un pouvoir législatif, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale, les députés, le Sénat, les sénateurs. Et il y a un pouvoir qui est le pouvoir local, on va dire, un pouvoir qui a une liberté d'action, et un pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la justice est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ce n'est pas le président de la République qui décide d'aller mettre en prison quelqu'un. C'est un juge qui peut en décider, y compris même s'en prendre à des autorités politiques, c'est arrivé. Donc c'est la Constitution qui va organiser cette séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est un élément très important de la démocratie. Pourquoi? Parce que si le pouvoir était concentré en une seule main, celle du président de la République, ça veut dire que l'exécutif aurait tous les pouvoirs, il pourrait faire tout ce qu'il voudrait, alors que, vous voyez, même dans une crise comme celle que nous traversons, la crise sanitaire, pour décider de porter le masque ou décider de la distanciation ou de fermeture des magasins, ben, il faut une décision, non pas simplement du président de la République, ça ne suffit pas, il faut que le Parlement l'autorise. Donc c'est ça la séparation des pouvoirs. Donc la séparation des pouvoirs est le fondement même de la démocratie. Dans les dictatures, il y a un pouvoir et un seul qui décide. On va passer à la deuxième question. C'est Nolan, il parle, lui, sur la démocratie, le meilleur des systèmes. Tu veux te lever, s'il te plaît? Monsieur le Président, vous citez dans votre livre Monsieur Winston Churchill, la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Pourquoi et en quoi est-ce le moins mauvais des systèmes? Alors la démocratie, qu'est-ce que c'est d'abord? Comment on pourrait définir ce qu'est la démocratie? C'est de choisir librement ses dirigeants, c'est-à-dire par les élections. C'est pas toujours évident, hein. Il y a beaucoup de pays où on ne choisit pas ses dirigeants. Il y a des pays où autrefois c'était des monarchies, où c'était les rois, les reines qui se succédaient par rapport à leurs enfants qui eux-mêmes devenaient rois, etc. Bon, tout ça a un peu disparu. Les rois n'ont une fonction que très protocolaire dans un certain nombre de pays, notamment en Europe. Mais il y a des pays où l'élection est connue d'avance, où le chef d'État est élu avec 99,99%. Généralement, on se dit que c'est pas tout à fait, c'est même pas du tout la démocratie. Il y a des pays où on ne vote même pas. Donc, on ne choisit pas ses dirigeants. La démocratie, c'est donc de pouvoir voter librement. C'est-à-dire d'avoir plusieurs candidats qui se présentent pour une élection. Voter librement, ça veut dire qu'il y a une liberté d'expression. Parce que s'il n'y a pas de liberté de presse, s'il n'y a pas de liberté d'association, s'il n'y a pas de liberté de manifestation, comment faire passer les idées? Donc la démocratie, c'est non seulement de voter, mais c'est de pouvoir voter librement et avec toutes les garanties des libertés. Ensuite, quand on voit comment fonctionnent des démocraties, là vous avez tous vu ce qui s'était passé aux États-Unis, ce qu'il faut, on est un peu étonné, on se dit quand même, grande démocratie, celui qui a le plus de voix n'est pas sûr de gagner. La dernière fois, Donald Trump a gagné, il est devenu président, alors même qu'il a fait moins de voix que son concurrent, à l'époque sa concurrente, qui était Mme Clinton. On se dit, en France, ça ne serait pas possible, ça. Mais aux États-Unis, parce qu'ils sont un système fédéral, c'est des États qui se sont assemblés, c'est un système de représentants. C'est pour ça que Joe Biden a gagné, non seulement parce qu'il avait fait plus de voix que Trump, mais parce qu'il avait plus de représentants des États. Donc il y a des démocraties qui ont des systèmes un peu particuliers.
Mais alors, la démocratie, elle est critiquée. Pourquoi elle est critiquée? Parce qu'on dit, mais oui, mais que je vote pour lui ou que je vote pour elle, ce sera la même chose. On entend ça souvent. C'est tous les mêmes, ça rien ne change, à quoi ça sert de voter? Donc, il y a une crise aussi de la démocratie parce qu'il y a des citoyens qui ne veulent plus venir voter. Ce qu'on appelle l'abstention. Je ne viens pas voter parce que j'en ai rien à faire de ce qui va se passer. Alors même qu'on voit bien qu'une élection, elle va avoir des conséquences très très importantes. Aux États-Unis, quand Trump a été élu, il a annulé la participation des États-Unis à la conférence sur le climat et donc à toute la bataille qu'on doit engager pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça a des conséquences, les élections. Donc voilà, la démocratie, elle est critiquée, mais on se dit, mais s'il n'y a pas la démocratie, on va avoir un régime autoritaire, on va nous imposer un certain nombre de choix dont on ne veut pas. C'est pour ça qu'on dit, c'est le pire des systèmes, si on veut, parce qu'on le critique toujours, ce qu'avait dit Winston Churchill, mais c'est le meilleur de tous, parce que le reste, c'est la dictature. Monsieur le Président, vous dites qu'il n'y a pas d'école pour devenir président, alors quel est votre parcours? Oui, quand j'ai fait ce parcours, je vais te le résumer, c'était pas pour devenir président, c'était parce que je voulais faire des études qui étaient sur la politique. J'ai fait donc sciences politiques, j'avais fait aussi des études commerciales, et puis j'ai voulu être fonctionnaire. Donc j'ai passé une école, enfin j'ai pas le concours pour une école, parce que pour être fonctionnaire, il faut passer un concours. Et donc cette école, c'est l'École nationale d'administration. Et je suis devenu magistrat, comme on dit, à la Cour des comptes, où je vérifiais les comptes des administrations. Mais j'avais un engagement, j'avais une conviction, et donc je me suis présenté très tôt à des élections. Je suis devenu conseiller municipal dans ma commune. Puis après, je suis devenu député. Puis après, je suis devenu maire. Puis après, je suis devenu chef d'un parti. Et puis après, je me suis présenté à une élection. Donc, ce n'est pas mon diplôme qui justifiait ça. C'était mon engagement, ma conviction et le fait que mes amis, mes camarades m'avaient choisi pour être le candidat. On ne devient pas président tout seul. On devient président parce qu'on est porté par une force politique, un parti politique, un mouvement politique, des citoyens qui se mobilisent pour vous permettre d'exercer cette fonction. Et on ne peut pas être président, une fois qu'on a été élu, tout seul, sans amis, sans parti qui vous soutient, parce que sinon, comment gouverner? Donc ce que j'essaye de faire comprendre, c'est bien sûr qu'on, pour être président, il faut avoir une volonté, une ambition, mais elle n'est rien s'il n'y a pas une idée qui la porte. Si on n'a pas une conviction pour nourrir cette ambition, et si on n'a pas des amis qui vous soutiennent et qui partagent votre engagement, et qui quelquefois la contestent, ça peut arriver, ou le contestent, ça m'est arrivé aussi. Et on n'est pas président à vie, hein, on est président pendant 5 ans, éventuellement on peut l'être une deuxième fois, hein, on a la possibilité d'être président pour 2 mandats, et après c'est fini. Alors après, qu'est-ce qu'on devient quand on n'est plus président? Ben, on fait ça, on transmet son expérience. Vocation. Pourtant, certains les élus le font toute leur vie. Comment l'expliquez-vous? C'est une question malicieuse. Tu as raison. La politique n'est pas un métier. On peut être maire, c'est le cas du maire de Brest, et avoir une activité autre, professionnelle. Il est professeur de droit, donc il enseigne. Donc il n'y a pas de nécessité à ne faire que le mandat politique. Pour être député, on peut être député, quelquefois médecin, ou c'est arrivé, ou avocat, mais généralement, quand on est député, c'est tellement prenant, tellement exigeant en termes de temps, qu'on abandonne son métier. Et alors, une fois qu'on a abandonné son métier, c'est très difficile, après avoir été pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans député ou maire d'une grande ville, quand on est battu, quand on a souhaité arrêter, de retrouver son métier. Ce n'est pas si simple. Ce
qui explique que certains essayent de prolonger leur vie politique parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir exercer un métier. Donc il faut essayer de faire en sorte qu'il soit possible pour des élus, quand ils ne le sont plus, de retrouver une vie professionnelle, d'être formés à un certain nombre de métiers, d'avoir leur expérience qui a été précieuse, d'avoir été un moment parlementaire, pour ne pas être dans la vie politique toute leur vie. Puis il y en a qui aiment vraiment la vie politique et qui ne conçoivent pas qu'ils puissent faire autre chose. Moi, par exemple, c'est vrai, j'ai commencé à 26 ans et 40 ans après, j'en suis toujours là. Donc, mais moi, j'ai fait une carrière parce que j'ai eu plusieurs mandats et je suis devenu président. Mais j'aurais pu m'arrêter avant. Et si je m'étais arrêté avant, j'aurais retrouvé mon activité de fonctionnaire. Dans votre livre, Monsieur le Président, vous dites qu'il serait intéressant de regrouper les élections. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait et qu'est-ce qui le bloque? Oui, parce que vous avez vu comment ça se passe, les élections. Il y en a beaucoup, en fait. On vote pour le président de la République. Puis le mois ou 2 mois après, on vote pour les députés. Puis après, on va voter pour le Parlement européen. Pour les députés qui vont siéger au nom de la France au Parlement européen. Puis après, on va voter pour les élections municipales. C'est ce qui s'est passé ces derniers mois, même si ça a été perturbé par le virus. Puis là, dans bientôt peu de temps, on va voter pour les élections départementales, pour le conseil départemental, celui qui d'ailleurs s'occupe de vos locaux, et le conseil régional, la Bretagne. Donc je me suis dit, essayons de regrouper. Alors on a déjà regroupé les élections départementales et régionales, ça c'est déjà pas mal. Et on pourrait se dire, si on voulait vraiment simplifier, on pourrait regrouper le même jour les élections locales, on voterait pour le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional, le même jour, et on pourrait regrouper l'élection présidentielle avec les élections législatives. Ce qui ferait qu'on aurait un enjeu national une année, là, et un enjeu local une autre année. Je pense que ça permettrait d'avoir une plus grande participation, parce que quand il y a trop d'élections, les gens disent, bon, finalement, est-ce que c'est si important de me déplacer? Regardez aux élections municipales, mais c'était très perturbé par la Covid, mais il y a eu très peu de participation. C'est pas bon quand il n'y a pas de participation, quand les gens ne viennent pas voter. Monsieur le Président, comment se passe une journée à l'Élysée? Ça dépend de ce qui se produit. Si un jour ordinaire, on va décrire un jour ordinaire de président. Le président, enfin je vais parler de moi, je ne peux pas parler des autres. Hein. C'est là plutôt tôt, vers 6h30, il regarde les journaux, maintenant on les regarde sur le téléphone. Avant, on les avait sur les papiers. Maintenant, à 6h30, 7h, il dispose de tous les journaux sur son téléphone. Donc, le président regarde. Vers 8h, il réunit son équipe en disant, voilà, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, comment on peut préparer les interventions, les discours qui vont être faits, ou qui vont devoir être faits dans quelques jours. Il va réunir sans doute des ministres. Prenons cet exemple, moi c'était lorsqu'il y avait la bataille contre le chômage, je réunissais régulièrement ministre de l'économie, ministre de l'emploi, pour qu'on trouve des solutions nouvelles. Il va faire une réunion sur la question éducative, parce que qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va mettre suffisamment de budget sur l'éducation? Ça revient assez souvent. Et puis, après, il va voir sans doute beaucoup de délégations étrangères, des gens qui lui ont demandé rendez-vous, un chef d'État d'un pays ami ou pas forcément ami qui vient le voir, donc ça prend du temps, généralement c'est le temps du déjeuner. Après il peut y avoir des ambassadeurs de certains pays, c'est-à-dire ceux qui représentent en France les pays étrangers, qui vont lui demander rendez-vous. Et puis il y avoir des délégations de professions qui sont en difficulté, d'agriculteurs ou d'industriels, de syndicats. Le soir, il va regarder si
il n'y a pas des informations qui peuvent lui être adressées par le ministère de l'Intérieur sur les conditions de sécurité, les risques d'attentats ou des délinquances ou des crimes qui ont été commis, savoir exactement ce qui se passe. Il a des notes qui lui parviennent, des notes, c'est-à-dire des écrits, des préfets. Les préfets, c'est ceux qui représentent l'État dans chaque département. Dans le Finistère, il y a un préfet. Et bien, le préfet, toutes les semaines, il envoie au président de la République une lettre, si on veut, où il dit voilà ce qui se passe dans mon département, il y a des difficultés en ce moment avec les agriculteurs. Je me souviens de mon temps, c'était l'histoire des bonnets rouges. Vous étiez trop jeune encore à cette époque, mais les bonnets rouges étaient des Bretons qui ne voulaient pas qu'il y ait des portiques qui s'installent sur les routes parce qu'il y avait des taxes qui pouvaient être payées sur les camions et que ça pouvait renchérir le prix d'un certain nombre de produits. Bon, voilà. Donc il faut recevoir un certain nombre de délégations qui vous informent là-dessus. Et les préfets faisaient des écrits là-dessus. Ça, c'est une journée ordinaire, mais une journée extraordinaire. Il se passe un événement international très grave. Regardez ce qui se produit en ce moment, ou ce qui s'est produit en Arménie, un conflit armé, ou en Afrique, quand il y a, c'est ce qui m'a conduit à faire intervenir les forces armées au Mali, quand il y a un risque terroriste, qu'est-ce que doit faire la France? Donc ça, c'est des journées extraordinaires, je ne parle pas des attentats. Donc chaque jour, il peut se passer quelque chose. Et le président doit être présent, lui, directement. Puis le président se déplace aussi, il voyage. Quelquefois, on lui reproche d'ailleurs de beaucoup voyager. Il va se déplacer pour rendre une visite dans un pays lointain. Il va passer généralement 3-4 jours hors de France. Mais le président se déplace aussi pour aller visiter une usine, pour aller regarder une situation locale où il y a eu une catastrophe. Voilà. L'agenda du président, il peut être bousculé chaque jour. Rien n'est vraiment écrit. Voilà. Pour prolonger donc votre réponse et pour aborder le deuxième tome maintenant de votre travail, Erel a une question à vous poser sur le fonctionnement de l'État. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Comment fonctionne un Conseil des ministres? Oui, alors, ça fait la jonction entre les deux thèmes. Hein. Le président de la République a nommé, quand il s'est installé, quand il est devenu chef de l'État, il a nommé un Premier ministre. Avec le Premier ministre, ils ont composé un gouvernement, c'est-à-dire avec des ministres, ministre de l'Éducation, ministre des Finances, ministre de l'Emploi, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur. À peu près 30 personnes. Ce gouvernement doit avoir la confiance de l'Assemblée nationale. Une majorité de députés doit se prononcer sur le gouvernement. C'est ce qu'on appelle généralement la déclaration de politique générale et la question de confiance qui doit être posée. D'accord ? Bon, le gouvernement a été nommé par le président, par le Premier ministre. Il a été accepté par l'Assemblée nationale. Il est donc prêt à travailler. Tous les mercredis matins, le président réunit le gouvernement en Conseil des ministres. Dans ce Conseil des ministres, le président va ouvrir la réunion en disant voilà l'actualité, elle appelle un travail, elle appelle une attention, elle appelle une vigilance, elle appelle des décisions. Il va donc décrire la situation. Et après, le Conseil des ministres va être divisé en 3 parties. Une première partie où un ministre va présenter un projet de loi qui va être bientôt débattu au Parlement. Un projet de loi, ça veut dire par exemple, pour prendre un sujet que vous connaissez, voilà, on va changer les programmes de l'éducation nationale. Ça se fait assez régulièrement, où on va décider de faire une réforme du collège. C'est un projet de loi. Donc le ministre présente devant ses collègues ce qu'il veut faire. Il y a un débat en disant est-ce que c'est bien le moment, est-ce que c'est bien cette disposition qui sera utile. D'autres ministres peuvent dire mais est-ce que la culture sera suffisamment représentée, le sport. Bon, très bien. Le projet peut être éventuellement modifié et il est adopté par le Conseil des ministres. S'il est adopté par le Conseil des ministres, il va être transmis au Parlement pour être discuté et voté. La deuxième partie du Conseil des ministres, c'est pour les nominations. Je vous ai parlé des préfets, je
je ne vous ai pas encore parlé des ambassadeurs, c'est ceux qui représentent la France à l'étranger, ou des directeurs d'administration centrale, directeurs de la police, directeurs du Trésor, tout ce qui sont les plus grandes fonctions administratives. Ces personnes-là sont nommées en Conseil des ministres. Généralement, il n'y a pas beaucoup de débats. Le président dit, voilà, j'ai retenu monsieur, madame, un tel pour cette fonction. Ça va assez vite, mais tout le monde doit en être informé. Et puis, il y a une troisième partie, qu'on appelle la partie, disons, de consultation, où on dit, voilà, on va réfléchir à la politique écologique. Et on va faire une discussion pour savoir exactement ce qu'il faudrait faire dans ce domaine-là. À la suite de cette discussion, le président conclut en disant, puisque nous sommes conscients qu'il y a un enjeu, il va falloir préparer des lois ou préparer des textes qui vont nous permettre d'être en cohérence avec ce qu'on a accepté dans un accord, l'accord sur le climat, pour lutter contre le réchauffement climatique. Si je prends cet exemple-là, ça peut être sur la politique culturelle ou la politique du logement. Voilà. Donc il y a un débat, mais qui n'est pas un débat où on discute en l'air, qui est sur des propositions qui vont progressivement devenir des projets de loi qui reviendront au Conseil des ministres après. Assistent au Conseil des ministres uniquement les ministres. Et une personne qui est derrière, qui prend en note tout ce qui se dit, mais c'est jamais publié. Quelquefois, il y a des confidences qui sortent du Conseil des ministres. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Mais quand il y a 30 personnes, c'est rare qu'il n'y ait pas des gens qui informent des journalistes. Alors j'avais moi-même interdit les portables. Je ne sais pas si ici c'est la même chose, parce que je m'apercevais qu'il y avait des ministres qui envoyaient des messages avec leur portable. Alors peut-être c'était pour la bonne cause, hein. C'était pour dire à leur directeur de cabinet ou à leur conseiller, voilà ce qui s'est dit, tout va bien, mon projet est passé. Pourquoi pas? Mais je dis, non, on va pas se perturber comme ça, se polluer avec les portables. Alors après, ils venaient, les ministres, avec des tablettes. Donc c'est pas un portable, c'est une tablette, c'est pour noter. Bon, finalement, qu'est-ce que ça peut faire, hein? Il ne s'agit pas de faire une transparence absolue, parce qu'il y a des débats qui doivent rester confidentiels, mais voilà, de toute façon, après le Conseil des ministres, les gens peuvent parler. Alors il y a un porte-parole du gouvernement, justement, qui va, devant les journalistes, dire ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Il ne dit pas tout, mais il dit l'essentiel. Mais ce qui intéresse les journalistes, ce n'est pas l'essentiel, c'est ce qui n'a pas été dit. Voilà. Tu sais tout, toi. Monsieur le Président, pourquoi dites-vous que la laïcité protège et garantit nos libertés? Oui, alors, dans ce livre, j'ai rappelé ce qu'était la devise de la République. Vous la connaissez, la devise de la République, c'est marqué partout. Liberté, égalité, fraternité. Bon, pour la liberté, je pense que c'est assez facile d'expliquer la liberté. Quand on vous prive de liberté de sortir, vous savez que vous avez une liberté qui est plus assumée, qui n'est plus exercée. D'accord? L'égalité, quand on traite un élève ou une élève différemment de l'autre, on dit, mais c'est injuste. Donc je me bats pour l'égalité. La fraternité, c'est d'être solidaire. Quand quelqu'un est dans le malheur, c'est d'aller vers cette personne pour le soutenir. Mais la République, ce n'est pas simplement une devise, c'est aussi une organisation de vie. Comment on va vivre ensemble, y compris dans une classe, dans un établissement scolaire, dans une commune, comment on va vivre ensemble. Donc, la République, c'est-à-dire les parlementaires qui se sont succédés les uns les autres tout au long de ces dernières années, ont, à un moment, décidé de voter une loi, ou des lois, sur ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité, c'est une loi de liberté, c'est-à-dire qu'en France, vous pouvez avoir la religion que vous voulez. Vous avez la garantie même que votre religion sera respectée en tant que religion. Vous avez la liberté de croyance, la liberté de conscience, d'avoir une conviction, celle que vous voulez, de croire ou de ne pas croire. Vous pouvez croire en Dieu, pas croire en Dieu, certains dieux, d'autres dieux. C'est votre liberté. Personne ne peut être mis en cause parce qu'il a une croyance. Donc, ça, c'est une loi très importante parce que ça nous garantit que,
finalement, nos convictions sont respectées. Mais la laïcité, elle décide de séparer l'État des cultes. L'État ne doit financer aucun culte, parce que s'il faut financer un culte plutôt qu'un autre, ou même tous les cultes, on dirait l'État essaye d'influencer les religions, ou les religions essayent d'influencer l'État. Donc l'État est séparé des religions, et les religions n'ont aucune place dans l'État. Et si on va plus loin, parce qu'il faut aller plus loin, on dit mais c'est une loi de liberté, mais de liberté aussi de respect. La religion ne doit pas s'introduire là où elle n'a pas sa place. Exemple, dans un collège, si une personne, un collégien, ou a fortiori un enseignant, vient avec un signe d'appartenance religieuse qui est ostensible, c'est ostensible qu'on voit, ou même un signe politique, avec un t-shirt en disant je suis pour François Hollande par exemple. Ça c'est pas possible. Donc parce que pourquoi c'est pas possible? Parce que on ne peut pas imposer sa conviction, sa croyance aux autres. C'est pour ça que les signes religieux ont été, comme les signes politiques, tous les signes d'appartenance ont été interdits dans les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées. En revanche, à l'université, ce sont des majeurs, ils ont plus de 18 ans, ils peuvent s'habiller comme ils veulent, ces étudiants, ou marquer un signe religieux. Dans la rue, on peut bien sûr afficher son appartenance religieuse, a fortiori quand on est chez soi. Donc la laïcité, tu vois, c'est une loi qui nous donne la liberté de croire, de ne pas croire, et la liberté de ne pas être influencé par quelque religion que ce soit. Ce qui fait qu'on n'a pas à savoir la religion des autres. On peut le savoir d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut faire, mais on ne peut pas être soi-même un agent de propagande dans un lycée. Prenez un autre exemple. Si vous allez à la préfecture, à la mairie, à la CAF ou à Pôle emploi, et si vous avez un agent qui affiche sa religion ou sa conviction politique, vous dites, si je n'ai pas la même, je ne vais pas être traité de façon égale. Donc, on demande au personnel de la fonction publique, les fonctionnaires, ou aux agents publics, d'être neutres et de ne rien faire apparaître. Ce qui ne veut pas dire que quand ils sortent de leur administration, quand ils ont terminé leur travail, ils peuvent avoir là aussi la croyance, la conviction qu'ils veulent. Voilà, j'essaye d'être le plus concret possible pour que tu comprennes bien, vous compreniez bien que la laïcité n'est pas une contrainte, c'est une liberté et un respect, et qui nous permet de vivre ensemble.